Si nous faisions appel aux philosophes maintenant. Pierre Livet, vous êtes professeur à l'université d'Aix-Marseille et votre travail se tourne beaucoup autour des sciences cognitives. La philosophie rejoint la science dans votre travail à travers les sciences cognitives, justement. Si vous voulez, le point de vue du philosophe, c'est le point de vue de tout le monde. Avec un peu plus d'interaction peut-être avec justement une sorte de pré-interaction avec un certain nombre de données scientifiques. Et le philosophe revient vers des questions que nous nous posons pas en tant que scientifiques, mais en tant qu'individus que nous sommes tous. Et là, si vous voulez, la question que je me pose à la suite de ce que j'ai entendu, et c'est pour ça que je ne vais pas utiliser vraiment les choses que j'avais préparées, mais ah bon oui, parce que juste un petit point, mais je vais surtout réagir sur l'ensemble de ce que j'ai entendu. C'est au fond dans quelle mesure tout ce qu'on nous a dit du cerveau et ici de l'intelligence artificielle nous apprend quelque chose sur la manière dont nous pouvons nous comprendre. Et le problème, c'est au fond, est-ce que le sens de ce nous ou de ce est-ce que je peux me comprendre, le sens du soi est modifié par ce que nous découvrons aujourd'hui sur le cerveau et aussi en fait sur les possibilités d'interaction avec d'autres, enfin d'interface avec finalement des intelligences qu'on peut dire mécaniques pour aller vite. Alors, je voudrais quand même d'abord revenir sur un point qui concerne la manière dont, alors nous, en tant qu'individus ordinaires, nous pouvons recevoir, et nous recevons, les images de l'imagerie cérébrale. Il y a peut-être là souvent un petit malentendu, mais donc dans un premier temps, je vais dire c'est une illusion, dans un deuxième temps, je vais essayer de montrer pourquoi cette illusion est en un certain sens inéliminable. Un peu comme, si vous voulez, les illusions de perception. Nous avons tendance à penser, quand on nous présente une imagerie cérébrale, que nous voyons, donc un peu que nous lisons dans les pensées, si vous voulez, c'est-à-dire que nous voyons telle activité mentale, je ne sais pas, une perception, l'image de ma grand-mère, pour prendre l'exemple de Changeux, etc., qui se produit, et elle est là, hein, elle se produit à cet endroit où on nous montre une tache jaune ou rouge, ou encore mieux, dans certaines présentations qui sont en perspective, une sorte de zone d'un volume en 3 dimensions qui est le cerveau. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter qu'on est plus impressionné par l'image en 3 dimensions, enfin en pseudo-3 dimensions, que par la présentation en fausse couleur, si vous voulez, hein, qui est déjà quand même plus proche d'une espèce de code. Et vous êtes plus impressionné par ça, cependant par l'image avec des localisations, que par un tableau où vous avez des abscisses et une ordonnée, et puis des tas de points qui se baladent au milieu du plan. Donc, alors, je pense que ça tient à un phénomène très simple, qui est que notre perception a évolué pour nous présenter des objets immobiles ou des objets mobiles, ce qui est évidemment hyper important pour le chasseur-cueilleur que nous sommes toujours. Et face à l'imagerie cérébrale, nous réagissons toujours en chasseur-cueilleur, hein, c'est-à-dire que nous pensons que nous allons cueillir en quelque sorte la pensée dans un petit coin du cerveau. Alors évidemment, le problème, c'est que l'imagerie cérébrale, elle, est obtenue de manière beaucoup plus sophistiquée, et elle est obtenue, en gros, je résume, je caricature beaucoup, mais bon, il y a pas mal de maths derrière, il y a toute une technologie, mais si on résume, c'est un différentiel. Hein, c'est faire la différence entre les activations cérébrales
quand on n'a pas donné au sujet une certaine tâche, et les activations cérébrales du sujet quand il a réussi à se focaliser sur cette tâche. Donc on a là un différentiel, mais un différentiel d'activité cérébrale. Et à ce différentiel, on essaye de faire correspondre un autre rapport de différence, qui est la différence entre des activités mentales, pas percevoir normalement, ou essayer de se focaliser sur tel objet perçu, ou essayer de se souvenir du visage de sa grand-mère. Et c'est juste, donc, le problème, c'est que nous avons tendance à nous intéresser aux activités mentales de l'esprit en les pensant avec des catégories absolues, c'est-à-dire je me souviens du visage de ma grand-mère. Et on ne pense jamais à se dire « Ah voilà, je suis en train de faire la différence entre me souvenir du visage de ma grand-mère et percevoir le micro en face de moi. » Ce n'est pas du tout quelque chose qui est central dans notre conscience. Or, c'est ce que nous présente l'imagerie cérébrale. Elle nous présente le rapport du côté cérébral, disons qu'il y a une méthodologie scientifique derrière, qui d'ailleurs varie éventuellement d'un dispositif à l'autre. Vous voyez que du côté du rapport entre les activités mentales, ça va être éventuellement beaucoup plus flou, parce qu'il faudra avoir une théorie psychologique complètement bétonnée de qu'est-ce que sont les différences exactes entre les différentes activités mentales. Et en fait, l'imagerie cérébrale sert surtout à ça, c'est-à-dire elle sert à nous permettre soit de conforter une idée des différences entre les types d'activités mentales, soit au contraire de nous permettre de les déplacer. Donc nous ne pouvons pas, puisque nous avons des activités perceptives qui, si vous voulez, oublient tout le traitement du signal qui a eu lieu avant la constitution des objets. Si nous voulons nous focaliser sur des objets, nous ne pouvons qu'oublier ce traitement. Donc il y a tout un tas de choses qui basculent, qui ne peuvent pas être conscientes en même temps que la perception de l'objet. Alors c'est là justement un domaine que éventuellement des techniques, je dirais d'intrusion cérébrale ou de prothèses artificielles branchées sur le cerveau vont un petit peu bousculer. Donc la chose intéressante aujourd'hui, je crois, une des choses intéressantes du point de vue du philosophe, c'est de voir comment il peut y avoir une interaction entre regarder la manière dont fonctionne le cerveau et découvrir non seulement découvrir de nouvelles, faire bouger nos catégories, mais faire bouger nos expériences. Ce n'est pas simplement notre théorie qui va bouger, nous sommes en train au fond, d'expérimenter sur notre propre cerveau. Alors là, et donc le problème, c'est est-ce que nous sommes, si vous voulez, ma conclusion là-dessus, sur l'imagerie cérébrale, c'est que il faut être attentif à ne pas engager immédiatement notre processus de chasseur-cueilleur qui va attraper la pensée dans un coin du cerveau, mais en même temps, nous ne pouvons pas faire autrement. Ce processus-là, il est engagé automatiquement. Il fait partie justement de ce qui produit notre conscience de manière irrépressible, en quelque sorte. Et donc on peut se demander si nous aurons des moyens d'expérimenter en première personne, de faire des expériences en quelque sorte phénoménales, qui nous rendent plus sensibles qui nous déconnectent un peu, qui nous déplacent un peu par rapport à nos routines ordinaires de perception. Est-ce que nous pourrons avoir des expériences qualitatives, si vous voulez, qui sont au fond autres que celles du chasseur-cueilleur? Alors je pense que oui, mais évidemment ça va prendre du temps. Et donc dans une deuxième partie de ce que j'ai à dire, je voudrais donc revenir sur cette idée, est-ce que au fond les techniques futures d'interface,
qui suppose au fond de mettre le fonctionnement cérébral en interface avec d'autres dispositifs, est-ce qu'elles amèneront une sorte de changement possible de notre conception du soi, donc de notre conception de nous-mêmes? Alors, Prochance a bien dit que, au fond, on était des êtres de la technique. Mais alors, nous avons eu des phases de technique assez différentes, et on peut dire que nous avons effectivement commencé par des techniques sommaires mais efficaces, donc le feu, le coup de poing, le propulseur de Saget, etc. Donc mais c'est des techniques qui, en quelque sorte, se branchaient. Nous pouvions nous considérer que ces outils étaient vraiment directement des prolongements de notre corps. Et d'ailleurs, vous savez qu'en fait, justement, les travaux actuels montrent que on réagit, un certain nombre de neurones dans les zones motrices réagissent quand on tient un outil exactement comme si, au fond, notre corps était étendu par l'outil. Alors, ça, c'est un premier stade dans lequel, finalement, il n'y a pas de changement. Il y a des changements de nos capacités, mais il n'y a pas de changement, si vous voulez, de nos modes de représentation. Hein. Ce n'est pas parce que j'attrape, le chasseur attrape à distance, en lançant une Saget, un animal, qu'il a complètement changé. Au fond, c'est une sorte de bras qui s'étend, qui se rétracte. En revanche, évidemment, une fois qu'on passe à une autre technique, qui est la technique de l'introduction des symboles et de l'écriture, vous voyez que là, il y a un dispositif complètement différent, mais qui finalement, que nous allons retrouver aussi aujourd'hui, qui consiste en un sens, qu'est-ce que c'est que lire un écrit? Eh bien, si vous voulez, c'est se contrôler indirectement le cours de sa propre pensée. Et on arrive à ce cœur de l'affaire qui est que quand nous pensons à la notion de soi ou de personne, c'est pour nous tout à fait lié à la notion de contrôle de soi. Alors, je racontais à Rocard je lui recitais une image d'une bande dessinée de Pétillon, que je vous recommande de lire si vous ne l'avez pas déjà lu, qui s'appelle L'Aiguille creuse. C'est complètement déjanté. Et à un moment, il y a un savant fou. Ça se passe quand même dans une cité balnéaire en période préélectorale. Donc. Mais c'est dans le Nord, c'est sur l'Atlantique, complètement différent. Donc, il y a un concurrent du maire local qui est un savant fou et qui s'appelle Supermarketstein et qui, à un moment, il est acculé par je ne sais plus quelle manœuvre et la seule solution qu'il a, c'est de se faire une injection d'un produit qu'il n'a jamais vraiment testé jusqu'alors. Alors, il se fait cette injonction, il a une sorte d'extase et il déclare « Ça y est, j'ai réussi, je contrôle mon cerveau. » Bon. Alors, vous voyez, moi, ça me fait rire, ça. Mais vous pas, visiblement. Et donc, on s'est demandé avec Rocard pourquoi moi, ça me faisait doucement rire. Et finalement, surtout dans une assistance, enfin, à qui on essaye de révéler des mystères technologiques du cerveau, au fond, ça semble assez naturel. On se dit, ben oui, on va enfin progresser, on va enfin contrôler son propre cerveau. Alors, pourquoi le philosophe, au départ, ça le fait rire? Parce que c'est le problème, tout le problème est dans le contrôler son cerveau. Alors, soit vous pensez que le cerveau, c'est une machine externe, et puis vous, le sujet, l'âme, l'esprit, vous êtes ailleurs, et vous contrôlez ce dispositif plus ou moins mécanique, ou il peut être biologique, peu importe, hein, c'est vous qui contrôlez. Donc vous êtes dans la situation du maître, et puis vous avez
pas un esclave, là vous avez une machine qui vous obéit. Mais vous voyez évidemment que ça ne marche pas. À ce moment-là, vous contrôlez bien le cerveau, mais vous ne contrôlez pas votre propre cerveau. Et dans l'autre situation, vous êtes votre cerveau, mais alors, bah, c'est tout, ça n'a pratiquement aucun sens de dire que vous le contrôlez, hein, puisque pour le contrôler, il faut le faire fonctionner. Et quand il fonctionne à sa manière de cerveau, hein, et il ne se soucie pas de se contrôler. Donc, il y a une espèce de paradoxe de l'autocontrôle, hein, et alors, on peut se demander d'où sort cet aspect paradoxal. Alors, je crois que ça sort en partie d'une phase supplémentaire de la technologie, non pas celle dans laquelle on a utilisé l'écriture, parce que vous voyez que quand vous utilisez l'écriture, vous êtes en train, en un certain sens, de vous donner un moyen externe de guider vos pensées. Donc, alors, il y a même des gens maintenant qui ont... il y a une nouvelle secte de cognitivistes qui se développe, qui est celle de l'externalisme du véhicule. Alors, ce n'est pas le grand ni le petit, et c'est simplement l'idée que, finalement, votre mémoire et mon carnet de notes, c'est à peu près la même chose. Donc, c'est l'idée que là, j'ai un véhicule externe, hein, de ma mémoire. Évidemment, une bibliothèque, c'est un véhicule externe. Mais alors, une fois que j'aurai fait ce que souhaite... je ne sais pas s'il souhaite vraiment... prochain de me mettre vraiment toute l'ADN dans mon cerveau. Hein, alors, à ce moment-là, ça sera... Bah, finalement, il n'y aura pas de différence, en fait. Et c'est bien là le problème, d'ailleurs, parce que pour regarder mon petit calepin, ça va, j'arrive à m'y retrouver. Mais supposez que mon calepin, comme un gros ordinateur, contienne toute l'ADN, le problème, c'est de s'y retrouver. Et le problème pour penser, c'est de faire les bonnes connexions, c'est de sélectionner les connexions appropriées. Mais appropriées à quoi? Ben ça, sur le problème de la pertinence, l'intelligence artificielle, et nous-mêmes, d'ailleurs, nous butons. Hein, qu'est-ce qui est pertinent? On n'en sait rien. On le découvre un peu après coup. Hein, on se découvre. Bon, donc, vous voyez que là, vous avez une manière qui existe déjà, hein, de guider vos propres pensées. Évidemment, ça ne vous permet pas de penser forcément de manière créative, ni forcément intéressante. Hein. Mais c'est quand même un très, très gros avantage par rapport au type qui est obligé de penser tout seul, enfin de se recréer dans sa tête un certain nombre de dispositifs, d'ailleurs, qui mettent en jeu des images mentales. C'est ce que fait d'ailleurs un matheux, par exemple, quand il essaye d'élaborer vraiment une nouvelle théorie mathématique. Ça lui prend énormément de temps d'arriver à reconfigurer ces représentations de la bonne manière. Alors, donc ça ne nous donne pas l'idée d'un soi qui contrôle tout, vous voyez, puisque il y a une interaction entre le soi qui cherche quelque chose et puis ceux qui lui permettent de le guider, mais pas totalement, etc. Hein, il n'y a pas à ce moment-là de lieu du contrôle total. Et nous avons eu un peu cette illusion du contrôle une fois que nous sommes passés à des techniques où, au fond, nous utilisons des machines qui ont essentiellement une force motrice nettement supérieure à la nôtre, ou qui sont capables de transformations chimiques qui nous étaient totalement inaccessibles. Et nous avons là vraiment, il y a une différence entre, je sais pas, une machine à vapeur, une usine de cracking qui fabrique du pétrole, et puis évidemment l'ingénieur qui conçoit la façon dont ça fonctionne. Hein. Et nous avons à ce moment-là une distance qui s'est créée entre la machine et le soi. Alors, ce que je voudrais dire pour le stade technique auquel nous sommes arrivés n'est plus celui-là. Un stade technique qui, en un certain sens, nous fait plutôt revenir au type de contrôle de soi indirect, hein, qui est celui de la lecture. Mais évidemment, avec des choses plus profondes, c'est-à-dire que nous pouvons, soit par des drogues, là c'est un peu massif et il y a évidemment des effets secondaires, soit éventuellement nous pourrions modifier, de même que pour mettre en mémoire à long terme
une représentation. Nous avons des modifications carrément biochimiques dans les cellules. Nous pourrions déclencher un certain type de modifications qui, justement, vous voyez, ne ressortent pas du tout du type de contrôle externe que nous avons privilégié jusqu'alors et qui, au fond, est résumé par la phrase de Descartes, maître et possesseur de la nature, que justement, lui, il ne pensait pas que nous puissions tout à fait réaliser. Alors, cette nouvelle situation vous voyez, va plus loin, évidemment, que la lecture. Hein, et elle nous rapproche, au fond, de ce que pouvait être, nous sommes en train de faire une espèce d'amalgame entre un stade technologique très avancé avec des dispositifs externes sur lesquels nous pouvons réfléchir longtemps avant de les mettre en action, etc. Et puis le type de pratique qui était celui, et qui est toujours d'ailleurs, celui d'ascètes ou de sages, entre guillemets, qui s'exercent eux-mêmes à avoir tel type de ressenti ou tel type d'état affectif. Alors évidemment, pour vous mettre dans un état affectif, pour vous relaxer réellement, par exemple, ou pour éviter des idées perturbatrices, vous voyez que c'est un exercice assez long. Hein. Vous ne pouvez pas faire ça en appuyant sur un bouton. Et nous aimerions bien avoir le système, un dispositif au fond du type contrôle externe dans lequel nous appuyons sur le bouton et clac, nous avons la bonne idée, ou alors nous appuyons sur le bouton et clac, nous pouvons lire les pensées du voisin. Ce qui m'a impressionné, c'est ce genre de dispositif dans lequel vous avez une stimulation électromagnétique dans une zone du cerveau et qui vous amène à ressentir une impulsion motrice. Et cependant, si vous vous exercez en ayant une représentation du type écran de l'activité de votre propre cerveau, vous pouvez peu à peu apprendre à inhiber cette réaction motrice. Donc, si vous voulez, en un certain sens, là, vous voyez, on vérifie l'ambition de Supermarketstein, je contrôle mon propre cerveau. Hein, alors même que, alors, vous voyez, c'est un peu plus compliqué, puisqu'il y a quelqu'un qui contrôle votre cerveau, donc qui vous envoie des impulsions, qui vous amènent à agir de manière motrice d'une certaine manière, et vous, si vous disposez d'une représentation externe de l'évolution de votre propre image cérébrale, vous pouvez, à la longue, après beaucoup d'exercices, arriver à résister à ce type de contrôle externe. Et vous voyez qu'on est dans un timing qui est complètement différent. Et donc, il me semble que, pour terminer, oui, ça tient, mon hypothèse là, serait que il faut faire attention au type, quand nous pensons à notre propre soi ou au soi des autres, il faut faire attention au type de fenêtres temporelles dans lesquelles nous mettons l'enjeu du soi. Ici, dans le contrôle du chasseur, hein, ben, la fenêtre temporelle est très courte. Le chasseur lance sa sagaie, ça marche ou ça ne marche pas. Lorsque nous commandons à distance, je ne sais pas, un engin mécanique, donc si on va sur des planètes hostiles à la vie humaine, on a ce type de problème, par exemple. Hein, si on veut commander vraiment à très longue distance un engin qui ramasse qui fait des prélèvements, ben, il y a une fenêtre temporelle dans laquelle on peut encore avoir l'impression de contrôler, et puis si c'est trop distant au point de vue réafférence, on n'y arrive plus.
Donc notre expérience phénoménale de contrôler l'effet de nos mouvements, qui est très liée à notre représentation de nous-mêmes comme agents autonomes, elle marche bien dans une certaine fenêtre temporelle. Mais vous voyez que si on prend une fenêtre temporelle plus longue, c'est-à-dire si j'essaye, je ne sais pas, de devenir plus attentif à tel type de pensée plutôt qu'à tel autre, ça va me prendre beaucoup de temps. Et en tout cas, si j'essaye de devenir plus sage, vous voyez, ça prend très longtemps. Hein. Et on est trop vieux avant de pouvoir faire encore cet effort. Donc, vous voyez que le contrôle de soi est au fond lié à des fenêtres temporelles particulières. Alors, il me semble que et l'imagerie cérébrale et toutes les technologies dont nous pouvons disposer aujourd'hui nous montrent donc des sortes de, si vous voulez, de spectres temporels du soi qui sont très différenciés. Hein. Ça amène à diffracter notre image de ce que nous sommes nous-mêmes en cessant d'être centré sur le soi autonome qui serait en quelque sorte à la limite le conducteur de pelleteuse. Celui qui voit sa pelleteuse immédiatement faire ce qu'il lui a commandé, ou évidemment le chasseur-cueilleur. Et ce type de diffraction, de dilatation, si vous voulez, dans le temps du soi, qui fait aussi que le soi est un peu moins soi, qu'il n'est pas purement un individu de manière bien claire, ça nous rapproche plutôt de certains types d'exercices sur soi et d'oubli du soi, d'ailleurs, de certaines sagesses. Mais est-ce que donc ça veut dire qu'on pourra avoir que le futur des techniques du cerveau, c'est l'alliance de l'ABN dans le cerveau, du réseau Internet complètement connecté avec chaque personne et du bouddhisme zen? Non, je ne pense pas, parce que il y a quand même... vous voyez là, si ça c'était possible, ça voudrait dire au fond que nous ne faisons plus vraiment nous sommes capables de plus vraiment faire de différence entre notre soi localisé et le monde entier, hein, l'univers entier à la limite. Et en fait, nous faisons toujours ce genre de différence et nous y sommes, je dirais, presque sûrement trop attachés. Mais, et en particulier, vous voyez que nous avons alors, nous ne nous satisfaisons pas, par exemple, de penser à un type de relation au monde extérieur qui puisse être le même de l'intérieur de mon cerveau à toute la planète. Or, ce type de relation, c'est ce que vous rencontrez dans l'idée d'un monde virtuel ou d'une simulation généralisée. À l'intérieur de mon cerveau, je simule l'extérieur, et l'extérieur, il est exactement comme je le simule, donc il n'y a pas de... S'il n'y a pas de frontière intérieure-extérieure, on est dans ce type-là. Oui, j'ai fini. Et, puisqu'effectivement, il y a des limites temporelles. Mais vous voyez que, en particulier pour l'affect et pour la reconnaissance, y compris sociale, nous sommes toujours vraiment bêtement attachés à une conception plus locale du soi. Ça ne nous intéresse pas beaucoup de participer à un réseau social planétaire dans lequel nous ne serions pas reconnus. Et de même, ça ne nous intéresse pas beaucoup de vivre comme si nous étions dans un monde de pure simulation. Donc nous sommes toujours ridiculement attachés au fond, aux chasseurs-cueilleurs qui fait une différence entre ce qu'il contrôle localement, hein, et puis ne s'occupe pas du reste du monde. Alors même que nous sommes arrivés au seuil de la possibilité de nous relier
de manière extensive. Et donc il est à craindre que la combinaison du chasseur-cueilleur qui aime bien contrôler juste son petit environnement, être reconnu par ses proches, et puis du simulationniste généralisé que nous pourrions être, crée éventuellement quelques problèmes. Mais en même temps, c'est un défi à relever. Merci Pierre Livet.